Bonsoir et bienvenue à notre buffet froid. Ici Fred. Et toujours Léo. Au menu, qu'avons-nous aujourd'hui? Au menu du jour, les démystificateurs des médiums. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore, un nouveau terme? Tant que c'est pas de l'anglais, ça me va en tout cas. Démystificateur, ça a l'air du français. Parce qu'on aurait pu prendre le terme en anglais de débunker. Oh là là, un débunker. Débunker. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est un débunker Et alors? déjà pour commencer, on peut d'ores et déjà annoncer à nos auditeurs que c'est donc le 3e et dernier épisode C'est vrai. qui est là pour traiter du sujet des médiums. Ensuite on passera à d'autres problématiques, mais il y avait tellement de choses à dire qu'on ne pouvait pas faire moins que ça. Notre dernier épisode était excellentissime, j'ai trouvé, cher Léo. Cette personne, Hélène Garrett, elle a eu une vie qui était incroyable. Et puis toutes ces situations où on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle a vraiment un don? Est-ce que c'est quelque chose dans son subconscient? Est-ce qu'elle souffre d'une forme de schizophrénie peut-être? En tout cas, une belle schizophrénie, parce que du coup, sur le dirigeable, elle a quand même été bluffante sur le dirigeable. On peut dire qu'on avait suffisamment d'éléments pour douter et pour s'interroger. Je dirais même pour y croire. Et pour y croire complètement, alors. Moi, j'ai tendance à croire. Et toi, qui es notre sceptique de service... Ben, je dois avouer que ça m'a laissé pantois. T'étais plus si sceptique que ça. À la fin, j'étais beaucoup moins sceptique. Je dois avouer. C'est bien, on voit que malgré ton scepticisme, tu as cette ouverture d'esprit et que tu es capable d'entendre et d'observer, analyser les éléments qu'on te présente, les preuves, pour essayer de faire évoluer ta pensée et te dire peut-être que je peux aller dans une autre direction. C'est une preuve d'intelligence à mon sens. Quand il y a des faits, et on ne peut pas nier des faits. Donc à partir de ces faits, tu es obligé, si tu es à l'écoute, un peu ouvert, il faut être quand même un peu ouvert à ce genre de choses. Et tu ne peux que douter de ton scepticisme sur certaines situations. Et je trouve que dans le cas présent, enfin dans le cas passé puisque c'était la semaine dernière, on avait énormément d'éléments qui pouvaient nous faire douter et où on était amené à prendre les choses sous un versant moins rationnel et à se dire non, il ne peut pas y avoir une explication aussi simple que ça, et ce d'autant plus, on le rappelle, qu'elle a été testée par tout un panel de spécialistes et d'experts dans différents domaines de la médecine, que ce soit la médecine physique, la médecine psychique, et qu'ils ont tous été amenés à dire on ne peut pas forcément prouver qu'il y a un don, mais on ne peut clairement pas prouver qu'il n'y en a pas. Et est-ce que c'est ça, démystifier les choses? Alors, démystifier, c'est encore autre chose, puisque ce sont des gens qui se sont donnés pour mission de démasquer ceux qu'ils estiment être des charlatans et des escrocs. Et on verra que parmi ces démystificateurs, il y en a des plus ou moins acharnés, certains qui sont plutôt à la recherche de la perle rare qui aura véritablement un don de médiumnité, et d'autres qui veulent casser du médium. Et pour commencer, le terme d'origine débunker, qui vient du terme debunk, est issu du roman Bunk, publié en 1923 par le journaliste et historien américain William Woodward, qui est né en 1874 et décédé en 1950, et qu'il a utilisé pour signifier extraire le non-sens des choses. Et pour en revenir à nos démystificateurs, il y en a un certain nombre qu'on a déjà abordé dans les précédents épisodes, par exemple le fameux Harry Price. Aborder et re-aborder. Et je continue d'être toujours aussi fasciné par son nom. Tu es un peu sa groupie personnelle. Ah mais j'aime beaucoup déjà ce côté, il a un nom hors du commun, et puis d'avoir créé son institut de recherche, d'avoir passé toute sa vie à mener des enquêtes comme ça sur des cas extraordinaires. Ça fait rêver, t'as presque envie d'être à sa place, d'avoir vécu ce genre de choses. À l'heure actuelle, ce serait plus difficile, le contexte n'est pas le même avec la science moderne, etc. Il existe des youtubeurs, des gens sur internet, des émissions de télé qui se sont donnés pour spécialité de mener ce genre d'enquête, mais je trouve qu'on perd un petit peu de la magie dans notre contexte moderne parce qu'on se dit mais c'est bizarre qu'avec tous les téléphones qu'on a qui peuvent tout filmer, etc., on n'ait pas beaucoup plus de matière, de preuves. C'est ça. On ne peut que s'interroger, est-ce que c'est parce que finalement de la matière il n'y en a pas tant que ça? Est-ce que c'est parce que les phénomènes ne peuvent se produire que dans des circonstances très particulières? Technologie. Ouais, peut-être.
Ou est-ce que l'esprit est malin? Il se dit, comme il y a un téléphone portable, je ne vais pas me montrer. Ouais, ça se peut aussi. Ça rappelle d'ailleurs dans l'épisode de la semaine dernière, quand Eileen Garrett et Fodor Nandor menaient l'enquête au manoir des Cendres, et que quand il est allé dormir dans la fameuse chambre de Monsieur Kill et qu'il ne s'est rien produit. Passé. Donc peut-être il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils gardent peut-être leur intelligence après la mort. C'est bien possible s'ils ont une certaine conscience des choses. Ce que vous allez voir en tout cas, chers auditeurs, ce soir, c'est que le format est un peu différent des autres épisodes, puisqu'aujourd'hui on va être beaucoup dans des exemples concrets. Ça va être avant tout une succession d'histoires, de dossiers sur des démystificateurs, plutôt que de la théorie comme on en apporte d'habitude. On va rentrer à peu près directement dans le fond du sujet, et donc le rythme va être un petit peu différent. Au-delà de Harry Price, on avait cité aussi déjà Harry Houdini, le magicien, qui pour le coup a fait tellement de choses sur ce versant-là qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaissait pas dans notre cas, qui font qu'on a eu envie de consacrer tout un paragraphe sur lui, mais on va y revenir plus tard. Et puis là, on va commencer par certaines personnes que peut-être vous connaissez moins, que pour ma part, je ne connaissais pas du tout avant de me lancer dans l'étude du dossier. Et le premier démystificateur de la soirée s'appelle Richard Hodgson. Il est né en Australie le 24 septembre 1855. C'était l'un des principaux enquêteurs sceptiques et démystificateurs psychiques de son époque, dont l'enquête sur les médiums professionnels de Londres l'avait amené à conclure que presque tous étaient, et je le cite, une bande de vulgaires escrocs. Eh ben, il est pas sympa celui-ci, hein. Il traite les autres d'escrocs comme ça. Il avait l'air vraiment agacé. Ah oui, très agacé, hein. Il a croisé un certain nombre de médiums célèbres durant sa carrière, et en l'occurrence, on va s'intéresser à sa rencontre avec Eusapia Palladino, qui était une médium italienne et qui était réputée pour organiser des séances de table tournoyantes. Sa carrière à elle s'étend à peu près de 1883 à 1910. On peut dire qu'elle n'a pas économisé ses efforts 27 ans de carrière pour aussi. montrer la médiumnité. Et pourtant, sa carrière sera semée d'embûches, d'obstacles en tout genre et de détracteurs. De détracteurs, parce que les détraqueurs c'est dans Harry Potter. C'est dans Harry Potter. C'est Harry Price, il me perturbe. Et donc là, maintenant, on va faire le point sur cette carrière assez longue. La médiumnité d'Eusapia Palladino marque une étape importante dans l'histoire de la recherche psychique. Pourquoi ? Parce qu'elle fut la première médium des phénomènes physiques à être examinée par un grand nombre d'éminents hommes de science, avant Eileen Garrett. Eileen Garrett, alors. Oui, puisque elle est née avant elle et qu'elle est décédée plus tôt également. Les principales manifestations qui se produisent chez elle, c'était surtout le mouvement d'objets sans contact, la lévitation d'une table et d'autres objets, la lévitation du médium elle-même, et l'apparition de mains et de visages matérialisés, de lumière, et enfin le jeu d'instruments de musique sans contact humain. Alors tu veux dire qu'elle s'est levée dans le ciel, Alors pas dans le ciel, mais en tout cas qu'elle s'est levée de terre, hein, on va dire de quelques centimètres, ou mètres, j'en sais rien, et que en plus elle arrivait à faire bouger des objets comme la télékinésie, avec de la télékinésie. C'est exactement ça, et à faire jouer des instruments de musique sans les toucher. Manifestement, le don dépasse celui de la simple médiumnité, qui est, on le rappelle, le contact avec le monde des esprits. Et là, on est Sur des capacités pouvoirs exceptionnelles, psychiques, oui. en général. Mais c'est du moins ce qu'elle prétend. On est presque dans le contrôle des choses mentalement, là. C'est une X-Woman. Ça fait peur. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'il y a autre chose derrière, et c'est ce que Hodgson, entre autres, a voulu prouver. Entre autres parce qu'on a aussi Camille Flammarion qui était de la partie. La fameuse Camille. Le fameux. Ah, le fameux, c'est vrai, c'est un homme. Le fameux Camille Flammarion, astronome de son état français, qui était passionné par la médiumnité et qui a démasqué lui aussi quelques faux médiums. C'est vrai. Mais pour le coup, on va s'intéresser à Richard Hodgson et non pas à Camille Flammarion. Donc en juillet 1895, Hodgson arrive en Angleterre à Cambridge, pour une série d'enquêtes sur la médiumnité de Palladino. Pendant les séances, cette dernière a été surprise en train de tricher afin de se libérer de l'étreinte de main de ceux qui participaient avec elle. Parce que comme eux soupçonnaient qu'elle trafiquait les choses sous la table, qu'elle faisait bouger avec ses mains,
Ils avaient dit, bon, on va tous se tenir les mains pendant la séance. Ils sont malins. Ouais, c'est ça. Pour maintenir le contact, parce que certainement c'est un élément qui favorise la prise de contact avec les esprits, c'est ce qu'on entend sur la plupart des séances. Sauf qu'elle, maligne comme elle était, elle essaye de bouger un peu les mains dans tous les sens et de faire en sorte que ses voisins se tiennent leurs propres mains entre eux et par ce subterfuge d'être libre d'effectuer ces mouvements. Mais ce qui suggérerait qu'elle appuie sur des boutons ou c'est à cause de ça ou pas, ou non, rien à pas sur voir. des boutons, mais elle faisait bouger la table avec sa main, ou elle utilisait ses pieds pour donner des coups de pied dans des meubles, ce genre de choses. Tout se passait sous la table, comme on dit. Sous le manteau. Sous le manteau, sous la table. Et bien rapidement, Oxon se rend compte que donc elle utilise ce subterfuge, qu'elle joue sous la table et qu'il n'y a pas beaucoup de véritable pouvoir finalement. Et en raison de la découverte de la fraude, il va y avoir des suites. Les enquêteurs britanniques de l'Institut de recherche psychique, comme Henry Sidgwick et Frank Podmore, vont considérer que la médiumnité de Palladino était vraiment discréditée pour de bon, qu'on n'avait plus de raison de la croire, que tout était faux. Et en raison de sa fraude, elle a été interdite de toute autre expérience avec la Société pour la recherche psychique en Grande-Bretagne. Ils ont dit, elle c'est fini, on sait que c'est une escroc, donc on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et ce qui va se passer, c'est que dans les années qui vont suivre, donc là on était en 1895, elle va être prise en défaut par tout un tas de démystificateurs, donc amis Flammarion, et elle va quand même continuer pour autant de pratiquer son art jusqu'en 1910, ce qui est plutôt Elle doute étonnant. de rien. Elle doute de rien, et puis elle se dit, bon ben, ils sont tous après moi, mais c'est pas grave, c'est mon gagne-pain. Je pense que j'ai quand même, peut-être pas un don psychique ni un don surnaturel, mais J'ai un le don don. de mystification. Et on peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. C'est exactement ça, Émile, mais prenez un chewing-gum. Toujours est-il qu'en 1910, qui est donc la fin de sa carrière, elle finit par reconnaître que les séances qu'elle tenait reposaient sur l'utilisation de procédés qui étaient destinés à tromper le public et qui n'avaient aucune réelle compétence médiumnique en ce qui la concernait. Une réelle mystificatrice du coup. Alors là, pour le coup, les démystificateurs ont eu raison Ont eu de la raison. démasquer. Et on peut penser qu'elle a arnaqué énormément de gens. Dans la mesure où Elle elle a a construit toute sa carrière là-dessus, 30 ans de Ouais. carrière presque, ça fait beaucoup de personnes arnaquées. ça fait pas mal d'arnaques. Et nous allons passer à un autre démystificateur qui s'appelle John Neville Maskelyne. Cet accent s'améliore de jour en jour. Je trouve aussi, j'ai fait beaucoup de progrès, je trouve, mais Toi qui disais être un cas désespéré, les franchement, prénoms sont faciles et les noms aussi, là. Ça ressemble un peu au français, masculine, masculin, c'est plus facile. c'était peut-être un mal alpha. C'est peut-être un mal alpha. Mais il existe beaucoup d'informations contradictoires sur la création des toilettes publiques payantes. Ah ben c'est un sujet différent là. Eh bien, sachez, Léo, que John Neville Maskelyne serait l'inventeur des toilettes publiques modernes. Donc, quand vous allez aux toilettes publiques, c'est grâce à John. Quand on met une petite pièce dans les toilettes publiques, on le doit à ce John Neville Maskelyne. Et peut-être qu'il y a des sous qui reviennent à ses descendants. On leur souhaite. Mais c'est pas pour cette raison que nous allons parler de lui ce soir. Bien entendu, c'est plutôt en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Oui, ce sera mieux. Ça sera pour une autre de ses facettes. Il est né le 22 décembre 1839. Il va rapidement développer un goût pour la construction de machines et d'engins aux mécanismes compliqués. On le retrouve dans toutes les expositions sur des inventions modernes et il étudie attentivement tous les détails pour être capable de les reproduire lui-même. C'est un peu le Géo trouve-tout du siècle. Oui, puis tu te dis, il a des capacités d'adaptation et d'observation qui doivent être incroyables. S'il lui suffit de se rendre à des événements comme ça, À des expositions conventions, et des regarder événements, quelque chose et le refaire, effectivement, il a un esprit scientifique très développé. très développé et il est en plus agile de ses mains. On le retrouve donc dans toutes les expositions, si bien qu'il finit par construire ses propres accessoires et produire des spectacles d'illusion d'optique pour ses amis, alors qu'il est à peine âgé de 17 ans. Oui, en plus, c'est un lève-tôt. C'est un lève-tôt, un prodige. 17 ans, c'est jeune quand même pour construire des spectacles d'illusion d'optique, surtout au 19e siècle. Ben ouais. Il est horloger de formation, il va faire commerce de la réparation de mécanismes complexes. Un jour,
un Américain se présente dans sa boutique et lui demande de réparer une boîte qui produit des coups contre la table où on la dépose. L'individu le paie généreusement et lui demande en retour de l'oublier. Ce qui n'est pas du tout suspect, bien sûr. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais John, il est un peu comme toi. Il trouve ça un peu suspect, donc il n'est pas du genre à oublier quoi que ce soit. Et il va reconnaître dans le journal l'homme qu'il a grassement payé. En la personne d'Irva Davenport, la moitié du duo des frères Davenport. Les deux frères se produisent en public et prétendent entrer en communication avec les esprits. Ils sont un peu comme les sœurs Fox, parce qu'il y avait aussi cette notion qu'elles trafiquaient en donnant des coups sur le bois, en faisant bouger, claquer leurs orteils, etc. En faisant craquer leur articulation, tout et à fait. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient dit, ils sont apparus peu de temps après les sœurs Fox, justement. Oui, parce que les sœurs Fox, elles ont lancé la mode du spiritisme au 19e siècle. Donc, ça se trouve, d'autres personnes ont eu l'idée d'emprunter cette voie toute tracée. Oui, tout à fait. La guerre civile ayant mis fin à leur activité aux USA, ils décidèrent, donc les deux frères, de faire carrière en Angleterre où ils se rendirent à partir de 1864. Le tour le plus fameux des Davenport les voyait se faire attacher à une chaise alors qu'on mettait de la farine dans leurs mains et qu'on les faisait entrer dans une sorte de grande cabine. Un tabouret était placé entre eux sur lesquels était posée une bouteille d'eau, un marteau et des instruments de musique, un tableau et des clous. Les lumières s'éteignaient alors, plongeant l'assistance dans le noir. On entendait le bruit des instruments et un martèlement. Quand la lumière se rallumait, les deux frères étaient toujours attachés, les mains remplies de farine. Or, l'eau avait disparu et les clous avaient été plantés dans le tableau. Miracle. Il ne faut pas se sentir étonné en voyant ça. Miracle. Alors que Maskelyne assistait à une séance, le rideau supposé fermer la cabine avait été mal installé et Maskelyne eut le loisir de voir un des deux frères, une main libre, toucher aux instruments, puis se rattacher lui-même en se contorsionnant. Un peu comme les deux sœurs qui faisaient craquer, lui il était très fort, il aurait pu faire presque du smurf. Il réussissait à retirer sa main du cordage, à bouger comme il en avait besoin et à remettre sa main dans le cordage. Ça demande un peu comme dans l'arme fatale. Oui, quand il disloque l'épaule et qu'il arrive à sortir de la camisole de force. Ben, pour le coup, on peut dire que les deux frères Davenport, là, ils auraient dû virer le gars qui a installé le matériel, parce que le rideau qui n'est pas bien mis... Ça, c'est une faute de débutant. À moins que ce soit eux qui aient mis... Non, puisqu'on les installait dans la cabine. On les installait dans la cabine. Donc c'est ça. Et à la fin du spectacle, Maskelyne annonça qu'il avait compris le tour et qu'il en montrerait lui-même l'application ultérieurement. Puisque rappelez-vous que dès qu'il regarde quelque chose, il arrive à le reproduire, grand sens de l'observation. Il leur dit, les mecs, je sais comment vous allez faire et je vais te prouver, on se retrouve dans quelques temps. Je vais vous griller et votre carrière sera finie. Et eux, ils commençaient à avoir un peu des sueurs froides sans doute en se disant, là là, est-ce qu'il va vraiment revenir ce type ? Ils auraient pu utiliser la farine, parce que quand on a des sueurs froides, on a souvent les mêmes moites et avec la farine, ça permet d'enlever la moiteur des mains. Ah oui, bonne astuce. Le lundi 19 juin 1865, Maskelyne et un ami qu'il aidait dans son entreprise, George Alfred Cook, firent leur première apparition publique en tant que magicien professionnel au Jessup Aviary Gardens à Cheltenham. Je ne vous promets pas la prononciation de Cheltenham. Leur affiche publicitaire déclarait « Monsieur Maskelyne et Cook, les seuls rivaux à succès des frères Davenport, donneront une grande exposition de toute la séance publique en plein jour, montrant la possibilité d'accomplir sans l'aide du spiritualisme non seulement tous les tours des Davenport, mais bien d'autres encore, originaux et bien plus étonnants, y compris s'échapper d'une boîte. » Ça, c'est de la pure provocation. C'est plus que de la provocation, c'est un affront, je dirais. C'est presque un duel. Ah, mais c'est complètement ça. Le duo devient alors un duo de prestigitateurs professionnels. Pour les Davenport, ce fut la descente aux enfers, car durant l'année 1865, ils furent démasqués à plusieurs reprises après l'exploit de Maskelyne. Ouais, c'est ça, il a ouvert la porte, après les mecs se sont dit... on va les descendre, ceux-là. Ouais, c'est ça. Après, c'est tentant, c'est aussi tentant quand tu vois la supercherie et que on crie à certains dons de dire
moi je vais rétablir la vérité. Je trouve que c'est quand même, hein, alors pour l'instant pour Maskelyne, je trouve que c'est une bonne démarche. Ça permet aussi de protéger des gens, Donc, je trouve que la démarche de Maskelyne, elle était assez sympathique pour les gens, comme ça, ils se faisaient pas arnaquer, Mais pas en même temps, dépouiller. je pense pas que c'était ça son objectif. Là, on a plus l'impression qu'on est dans une rivalité entre magiciens, puisqu'il les a identifiés comme magiciens, finalement. C'est ce qu'ils sont, ce ne sont pas des médiums, ce sont des magiciens qui utilisent des trucs de magiciens, et il les attaque sur leur propre terrain en faisant la même chose, mais il en fait carrière quand même. Donc, tu te poses la question de ses intentions réelles. Pour moi, c'est vraiment plus il s'est dit, bon ben... Je vais rester seul sur le devant de la scène. Ouais, ils sont pas bêtes, ces frères Davenport, mais je vais montrer que je peux faire leur tour mieux qu'eux, je vais éliminer des rivaux, et derrière, ça va un peu me lancer. Et c'est Je ce qui l'avais s'est pas passé compris au comme final. ça, moi, tu vois. Bah, c'est mon interprétation, après, elle n'est pas forcément la plus proche de la réalité, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai en entendant ce dossier. On pourrait faire un appel à des médiums pour entrer en contact avec Monsieur Maskelyne. On lui posera la question. Et on lui posera la question. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Et en attendant de faire appel à ces médiums, on va passer au cas suivant qui est franchement fascinant et qui est celui de Chung Ling Soo. Oh, on passe du côté asiatique du monde. C'est ce qu'on pourrait penser dans un premier temps. Ce qu'on va voir, c'est que c'est un homme plein de paradoxes et que sa démarche de démystification, elle s'inscrit dans un processus différent de ce que les autres, ses pairs, ont pu mettre en place à l'époque. Mais pour parler de Chung Ling Soo, pour commencer à vous en parler, il faut d'abord s'intéresser à la fin de son histoire, avec un article de journal de l'époque qui date du 6 avril 1918. L'enquête sur la mort de Chung Ling Soo, 58 ans, a été ouverte à l'hôtel de ville de Wood Green jeudi de la semaine dernière. Le témoin principal était Madame Olive Robinson de Coursey Road, Wood Green, épouse du défunt. Defying the Bullets était le dernier tour de l'acte. L'astuce consistait à faire semblant d'attraper dans une assiette en porcelaine 2 balles tirées sur lui par 2 fusils. C'est dangereux. Ça paraît dangereux. Il n'a jamais permis à personne d'autre que lui-même de toucher les armes, et son épouse, témoin, a déclaré qu'elle ne savait rien de leur mécanisme et qu'elle pensait que personne d'autre ne savait rien de ces armes. Il nettoyait et chargeait lui-même les fusils. D'ailleurs, il y en avait 3 parce qu'il y en avait un dont il se servait pour un autre tour. Ce jour-là, les coups de feu ont été tirés par les 2 assistants qui se tenaient de l'autre côté de la scène, face baissée, après que le directeur, M. Kametaro, en eut donné l'ordre. Olive a entendu l'explosion des armes à feu et son mari a crié « Mon Dieu, il s'est passé quelque chose !» Elle s'est approchée précipitamment et là, qu'est-ce qu'elle voit? Il saigne de la poitrine. Donc il lui dit « Appelle un médecin !» Donc c'est ce qu'elle fait. Il était encore conscient à ce moment-là. Et il déclare qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas comment c'est possible, comment il a pu être blessé alors qu'il avait vérifié lui-même les fusils. Et à ce stade-là du drame, Olive éclate en sanglots et elle se dit « ça y est, j'ai perdu mon mari, il vit ses derniers instants ». Et effectivement, quelques instants plus tard, à l'hôpital de Wood Green, monsieur Chung Ling Soo décède. Tu veux dire que ce monsieur Chung Ling Soo faisait un show avec 2 fusils et qu'il était le seul à toucher ces fusils et que tous les jours ça s'est bien passé, sauf à ce moment-là où il s'est fait tuer par les fusils qu'il était le seul à manipuler. Exactement. C'est quand même étrange. C'est étonnant puisque s'il est vraiment le seul à les utiliser et qu'il les charge et qu'il les prépare et qu'il les nettoie depuis des mois voire des années, il n'y a pas de raison que ce jour-là quelque chose ait changé, à moins que quelqu'un les ait trafiqués peut-être. Ou qu'il les ait trafiqués lui-même. Ce serait une forme de suicide sur scène. Alors, comme Dalida. C'est ce que je me suis posé comme question au début, sauf qu'il aurait déclaré quand même « Mon Dieu, il s'est passé quelque chose ». Ce qui laisse penser qu'il était aussi surpris que son épouse. Qu'il était aussi surpris que l'épouse. Est-ce que l'épouse n'aurait pas trafiqué les armes sans qu'il les voie? Ça, nous ne le saurons jamais. L'enquête n'a pas été résolue. Il faut encore faire appel à un médium là, Léo. Tout à fait. Sachant que on expose le cas de sa mort pour donner une idée de qui il était et pour faire comprendre sa démarche, mais on ne va pas essayer de répondre à cette enquête. Et maintenant qu'on a vu la façon dont l'histoire se termine, on va revenir un petit peu en arrière. Non seulement pour voir le rôle que Chung a joué dans la démystification de médium, mais aussi sur sa propre vie, qui va mettre en relief un paradoxe qui nous a semblé plutôt intéressant.
Alors, est-ce que je me pose la question, c'est que Shun Ling-su, c'était un magicien alors, ou un prestidigitateur, je sais. Prestidigitateur. Voilà. Oui, c'était un magicien de C'est scène. un magicien de spectacle. scène aussi, hein. À savoir que Shun Ling-su n'est pas du tout son vrai nom, puisque il est né le 2 avril 1861 sous le nom William L. Ross Robinson. Et oui, contre toute attente, il n'a aucune origine chinoise. Je suis déçu. Ouais, ben il y a de quoi. Et imagine son public, qui pendant toute sa carrière a cru que c'était un magicien chinois, et qui découvre au moment de son décès que non, c'était un homme caucasien qui se grimait, qui s'habillait comme une personne d'origine asiatique et qui se faisait passer pour quelqu'un d'une autre ethnie. Et non seulement ça, mais son épouse aussi était grimée pour ressembler à une femme chinoise. Décidément. Et on verra un peu plus tard qu'il y a un dernier détail additionnel qui est encore plus fascinant et étonnant. C'est un peu le... Et on parle beaucoup de blackface ces dernières années. Là, c'est le yellowface en quelque sorte. Un peu comme dans Tintin et le Lotus Bleu quand les Dupont essaient de se déguiser en chinois. Et ils sont affublés de costumes tout à fait ridicules qui ne ressemblent pas du tout à ce que porte vraiment la population chinoise. Mais ils devaient très bien se grimer, les époux, parce que quand même, ça se... Enfin, on voit si quelqu'un est d'origine asiatique ou pas, même grimé, c'est qu'il devait être très très fort dans l'art du maquillage. Eh ben, c'est une remarque intéressante, Fred, et d'ailleurs que ce soit toi ou nos auditeurs, je vous recommande de taper dans un moteur de recherche Shun Ling-su et vous verrez des photos de l'époque. Et c'est assez troublant. C'est assez troublant parce que On y croirait. on peut se poser la question. Mais ça fait que pendant toute sa carrière, qui a duré presque 30 ans, c'est ça, hein, si je ne m'abuse, à peu près une trentaine d'années, il s'est grimé presque tous les jours à tous ses spectacles, sa femme aussi, et personne n'a rien vu, et il n'y a eu aucune fuite sur son identité malgré les assistants. Eh bien, ça a failli, mais non. Et justement, on va y revenir. Donc, une grosse partie de sa vie, il va la passer à mystifier les gens. Ce qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui se veut démystificateur, n'est-ce pas? C'est très paradoxal. En 1898, il va sortir un livre, Écriture sur les ardoises à esprit et phénomènes apparentés. Et c'est là sa contribution contre la médiumnité. Et c'est avec cet ouvrage, ce livre, qu'il va vouloir démystifier, non pas un médium ou une médium en particulier, comme ça a été le cas de Harry Hodgson ou encore de Maskelyne, mais lui, il s'attaque à la profession dans son ensemble. Et dans ce livre, il va faire un peu ce qu'a fait Maskelyne avec les frères Davenport, c'est-à-dire qu'il va expliquer les astuces et les trucs qu'utilisent les médiums pendant les séances. Il va montrer étape par étape, avec des croquis à l'appui, etc., comment il mystifie les gens, pour dire, vous voyez, ce n'est pas un don surnaturel, c'est purement et simplement de la magie. Et je trouve que sa démarche, elle a un côté qui vient nous poser question. On se dit, quel était son but finalement? Et quand on s'intéresse un peu plus à sa carrière de magicien, on comprend que c'était peut-être quelqu'un qui était un petit peu frustré parce que quand il a démarré, il n'arrivait pas à se faire véritablement un nom. Il lui a fallu beaucoup de temps pour percer. Alors dans un premier temps, il a pratiqué sous son propre nom sans connaître aucun succès. Ensuite, il paradait en adoptant l'identité d'un magicien arabe, mais ça n'a pas trop pris non plus. Il aime bien mystifier les gens en passant du côté magicien arabe, après asiatique. Il se déguise. Il se déguise, on croirait presque une pathologie psychiatrique. Il y a un problème d'identité. Et oui, il y a un problème d'identité, et ce qui est incroyable, c'est que sa femme joue le jeu aussi, et elle va dans son sens. Exactement. Quel est l'intérêt? Ça pourrait être un couple multiracial, hein, mais non, elle va dans son sens, et elle se grime aussi avec les mêmes origines asiatiques, donc c'est assez étrange. Elle était peut-être admirative de son succès, et de voir jusqu'à quel point il était prêt à aller pour son art. Peut-être. Ce qui rappelle, une fois de plus, parce qu'on en a déjà parlé il y a 2 ou 3 épisodes, le film Le Prestige de Christopher Nolan sur le monde des magiciens, où il est totalement question de ça, l'abnégation des magiciens pour faire vivre leur art. Et là, on est complètement dans ce cas de figure. Par contre, la façon dont il va adopter cette identité de Shun Ling-su, elle est
plutôt amusante. Ça commence avec un vrai magicien chinois dont le nom de scène était Xing Ling Fu, donc un nom de scène qui est pas très éloigné de Sheng Ling Su et on va vite comprendre pourquoi. À une lettre près. Ouais, c'est ça. Et donc Xing Ling Fu, il fait ce que faisaient beaucoup de magiciens à l'époque, il lance un défi. Si quelqu'un arrive à reproduire un de mes tours de magie, je lui offre 1000 $. Donc Robinson se dit, mais j'en suis complètement capable, je vais empocher ces 1000 $ très facilement. Et il se propose de participer. Sauf que Xing lui dit, non, tu m'as déjà fait le coup, tu as déjà voulu relever un de mes défis, tu n'en as pas été capable, il est hors de question que je perde mon temps avec toi une fois de plus. Et là, le Robinson, mais ça le met dans une rage pas croyable et il décide qu'il va se venger. Mais comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc il ne va pas se venger un jour après ou comme Masqueline 2 mois plus tard. Ça va prendre plus de temps. Donc on arrive dans les années 1900 et on a un agent artistique qui est à la recherche d'un magicien chinois pour se produire à Paris. Parce que finalement ils finissent tous en France à un moment ou à un autre. Et c'est là qu'à l'époque, Paris était quand même vu comme un peu une cité rayonnante, donc à travers le monde entier. Et connu pour sa vie de spectacle, sa vie nocturne, ses arts, donc c'était pas très étonnant. Robinson va voir cet agent et dit mais moi je peux être un magicien chinois. Donc c'est là qu'il commence à se maquiller et enfiler un déguisement. Et dans un premier temps, il va adopter le nom de scène de Hop Sing Su, ce qui était vraiment une provocation contre son rival. Après, il va le transformer en Sheng Ling Su, et c'est là qu'il va commencer à se produire avec son épouse, qui va être renommée pour l'occasion Su Xin, et avec leur fille, Bamboo Flower, qui est pas du tout caricaturale. Pas du tout. Qui pour le coup est vraiment asiatique, mais qui n'est pas chinoise, puisque c'est la fille d'un de ses assistants d'origine japonaise, Frank Cameraro. C'est un bazar quand même, son histoire à ce monsieur. C'est un vrai bazar. C'est un vrai bazar. Et la vexation, ça fait faire plein de choses. Ouais, parce que donc il se sera vengé comme ça de Xing Ling Fu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier a voulu lancer un duel public à Sheng Ling Su pour révéler que c'était un imposteur et qu'il n'était pas du tout chinois. Il en a parlé dans les journaux et tout. Et la veille de l'affrontement, il a jeté l'éponge et dit non, finalement, je vais peut-être pas y aller. Peut-être qu'il s'est dit, ce Sheng Ling Su, il est peut-être pas vraiment chinois, mais il commence à avoir une maîtrise de la magie qui est trop grande pour que je parvienne à démontrer que c'est un imposteur. C'est dommage. Ça aurait permis au moins de remettre les pendules à l'heure. Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve tout à fait incroyable dans cette histoire, c'est qu'on a cet homme qui change d'identité, qui ment à tout le monde, mais pendant des années, qui mystifie absolument tout le monde, et qui en même temps, de façon un petit peu hypocrite, va dénoncer toute une profession, va vouloir les démasquer. Et je trouve qu'il y a ce paradoxe où lui il peut le faire, il a le droit, mais les autres non. Mais les autres non. Mais c'est très paradoxal, il va très très loin, il va se grimer, il va changer son nom, il va grimer sa femme, changer le nom de sa femme, prendre une enfant qu'il n'a pas. Enfin, c'est ultra chiadé comme façon de mystifier les gens. Et puis on parlait un peu plus tôt du fait qu'il devait certainement y avoir un problème d'identité, ce qui me pose question, c'est que, en fin de compte, il ne profite pas complètement de sa gloire, puisque c'est Sheng Ling Su qui profite de la gloire. Ça n'est pas Robinson lui-même, c'est son alter ego. Ah, c'est son alter ego, tu veux dire. Ouais. C'est son alter ego pendant des années qui profite des lauriers, et lui, Robinson, il reste, il n'existe plus. C'est peut-être ce qu'il voulait, c'est être connu sans être reconnu. Et ça permet quand même d'avoir une vie peut-être plus simple si tu as une gloire. Je me dis que bon, c'est moins... mais c'est vrai que c'est paradoxal quand même d'avoir dans la vie de tous les jours un certain nom, un certain faciès. Et quand tu montes sur scène et que tu vas en interview et tu te présentes carrément sur quelque chose qui est vraiment mais inventé de toutes pièces. Et à savoir si dans sa vie quotidienne, il continuait d'adopter cette identité de Sheng Ling Su. Oui, parce que ça, c'est vrai que ça, on le sait pas. J'ai pas réussi à trouver de confirmation à ce sujet, mais je me suis posé la question. Mais c'est vrai que ça, c'est presque de la... Enfin,
quand on lit ça, on a l'impression qu'on est sur une pathologie quand même, peut-être une dissociation d'identité à la rigueur, tiens. Peut-être. Le sentiment que j'ai, c'est que sur la question de la démystification, il s'en moquait plus ou moins des médiums, ça ne l'intéressait pas plus que ça, c'était juste un moyen de plus pour lui d'essayer d'atteindre la gloire, de sortir ce livre qui a été sujet à controverse d'ailleurs à l'époque, donc on en a quand même un petit peu parlé. Il voulait qu'on sache qui il était, et tout en voulant qu'on sache qui il était, il est devenu quelqu'un d'autre. Quand on dit que c'est un homme paradoxal, les paradoxes ils sont multiples. Ils sont multiples. Mais c'est vrai qu'en plus, à cette époque-là, c'est très étrange d'avoir ce comportement assez paradoxal. Oui, c'est le bon mot, il n'y a pas d'autre mot. Mais quand j'entends toutes ces histoires qu'on a commencé à aborder depuis le début de l'épisode, je me dis que c'était important de traiter ce sujet parce que on doit s'interroger. Qu'est-ce qui motive ces démystificateurs? Quel est leur objectif? Quel est leur but? Pour le moment, on a vu 3 personnes assez différentes, avec des profils plutôt uniques et dont les motivations n'étaient pas les mêmes. Encore que, finalement, Sheng Lingsu et Masculine, on peut faire un rapprochement où tous les deux, ils ont baigné dans le milieu de la magie professionnelle et ils ont essayé en fait d'attaquer leurs rivaux par cette démystification. Tu veux dire que pour les deux, on serait plutôt sur j'élimine la concurrence. Oui, c'est le sentiment que j'ai. Alors que Hodgson, on est face à quelqu'un qui est vraiment intéressé par la recherche, qui, à force de rencontrer des situations comme ça, se dit c'est tous des escrocs, et qui en ressent une espèce d'affront personnel de dire mais je vais prouver que j'ai raison et que c'est des escrocs. Il n'y en a pas un en tout cas qui dit je vais prouver que c'est des escrocs parce que je ne veux pas qu'ils arnaquent d'autres personnes. Je suis quand même... Moi je trouve que quand on s'inscrit en faux par rapport à quelque chose, alors ça c'est peut-être mon côté altruiste, je pense qu'il faut le faire pour préserver les gens et d'arnaque, et là on est vraiment dans l'arnaque la plus totale, surtout avec Sheng Lingsu, là on est vraiment sur l'arnaque la plus totale. Oui, mais on est face en plus à des gens où l'ego est très présent. C'est l'appât de la célébrité et pas forcément tant l'appât du gain, mais vraiment l'appât de la célébrité. Et je veux être quelqu'un. Oui, il est puissant. Et c'est leur moteur, c'est ce qui explique tous leurs actes. C'est pour ça que pour moi, que ce soit Masculine ou Sheng Lingsu, leur motivation, elle n'est pas personnelle. Elle n'est ni dans une forme d'altruisme, comme tu l'as dit, ni dans une forme de revanche sur les médiums. C'est juste que j'ai envie d'être célèbre. C'est un esprit pratique. Voilà. Chez Hodgson, on est dans quelque chose d'autre, de différent. Il a un peu un coup de sang face à ça, où il se dit ah non, ces escrocs, ils vont pas s'en sortir comme ça. Oui, chez le premier, on a l'impression que c'est une revanche un peu personnelle, plutôt. Et c'est vrai que les deux, surtout le dernier, je vais essayer de bien le prononcer, Sheng Lingsu, on a plutôt l'impression qu'effectivement, c'est je recherche la gloire, je veux la gloire par n'importe quel moyen. Alors Hodgson, moi je ne le vois pas comme quelque chose de personnel, mais plutôt comme une espèce de fierté professionnelle. Tu vois, dans le sens où, en tant qu'enquêteur psychique, il ne peut pas accepter, de laisser passer ça. Je comprends. Oui, et j'adhère à ce que tu dis. Et effectivement, ça a l'air plus logique. Alors que des exemples de démystificateurs qui ont été touchés sur le plan personnel, on va en voir par la suite. Et on pourra les mettre en opposition parce qu'on constatera que les motivations ne sont pas les mêmes. Mais ça me laisse... Je suis quand même, excuse-moi de te couper Léo, je suis quand même dubitatif sur la crédulité du public. Parce que ça veut dire que les gens ne se posent pas de questions. Alors, tu dis ça parce que, tu sais, c'est un peu comme quand on parlait de mon visionnage de L'Exorciste l'autre fois, où je disais, de mon regard de spectateur moderne, de ce film qui a une quarantaine d'années, il me paraît vieilli sur pas mal d'aspects, même si je reconnais la qualité de tout un tas d'autres aspects. Et bien là c'est pareil, tu es avec ton regard d'homme moderne qui baigne dans la technologie, etc. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque où les gens n'avaient pas internet, il n'y avait pas la télévision ni rien, et donc cet art du spectacle, cet art vivant, c'était leur loisir.
c'était tout ce qu'ils connaissaient. Ils n'avaient pas Il y tous avait les pas moyens la d'information télé, qu'on a il aujourd'hui. n'y a pas Internet. Non. Effectivement. Donc pour eux, ils allaient dans les salles de spectacle et ils assistaient à des phénomènes extraordinaires et puis dans des conditions très spécifiques, puisqu'on l'a vu avec les frères Davenport, la lumière était éteinte, il y avait des rideaux qui cachaient ce qu'il se passait. Des rideaux mal accrochés. Ils n'étaient pas censés être mal accrochés. Donc les conditions d'exercice de ces séances étaient telles que les gens, à part ceux qui avaient un esprit aiguisé et un œil entraîné, comme c'était le cas de Maskelyne, ils n'avaient pas les moyens de repérer les failles et les trucs. Ceux qui baignaient là-dedans, qui étaient magiciens eux-mêmes, qui connaissaient les astuces, c'était facile, ils reconnaissaient la pratique. Mais le public lambda, et je dis ça de façon pas du tout péjorative, hein, il allait voir le spectacle, il connaissait pas le truc, donc il n'avait pas de raison de se dire ça n'est pas réel. Oui, je comprends. D'accord. Puis il y en avait peut-être aussi qui se posaient la question, qui se disaient non, c'est peut-être pas vrai, mais qui appréciaient Mais le ça spectacle. appréciait le spectacle. Oui, ça faisait Parce un que ça spectacle. restait un spectacle. Ça restait un spectacle à cette époque-là. Oui, nous on était BA, moi je me souviens, j'étais BA d'admiration devant le magicien Copperfield qui passait la muraille de Chine. Qui faisait disparaître Il la faisait tour disparaître Eiffel. la tour Eiffel, un avion complet. Moi j'étais BA d'admiration. Tu as envie d'y croire. Et j'avais envie d'y croire. Même si je savais que, alors même au tout début non, parce que j'étais un peu jeune, donc j'avais envie d'y croire, mais au bout d'un moment je me disais que bien sûr la tour Eiffel réapparaissait, donc j'étais content de la revoir, ou de voir qu'il traversait la muraille de Chine, mais au bout d'un moment, tu sais qu'il y a quelque chose derrière, mais je suis jamais allé chercher ce qu'il y avait derrière. Parce que c'est la question de la foi et de la croyance. Tu as foi dans ce que tu vois parce que tu as envie d'y croire. Ben, c'est tu as ça. envie d'être berné. J'ai envie d'être berné et je trouve que d'être berné... Alors, je me souviens dans quel état j'étais émerveillé parce que je me suis dit, si c'est vrai, j'étais émerveillé dans le sens où s'il arrive à passer la muraille, je me disais, mais il a des super pouvoirs et quelque part, je trouvais ça rassurant. Parce que c'est bête, hein? Non, c'est pas bête, c'est beau. Parce que l'extraordinaire, c'est beau. Oui. De se dire, dans un monde qui est très terre à terre, et surtout de nos jours, où on nous dit il faut consommer, il faut aller bosser, il faut retourner se coucher, consommer encore, etc. Et on te montre une vie qui finalement n'est pas extraordinaire, une vie où on oublie de s'émerveiller, etc. Tu as envie de croire qu'il y a autre chose, qu'il y a des forces qui nous dépassent. C'est comme on a envie de croire au Père Noël, vu que Noël arrive bientôt, on veut toujours croire au Père Noël et on essaie de garder encore la magie du Père Noël pour nos enfants. On veut croire dans des choses qui nous émerveillent et qui nous font penser que la vie, c'est pas juste des choses très terre à terre. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui nous étonnent, qui nous donnent envie d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir. C'est ça qui est génial. Et le public de l'époque, c'est exactement ça pour moi. Ils étaient là en train de se dire, bon ben, on va aller à ce spectacle, ils vont communiquer avec les esprits, il y a un autre monde qu'on ne voit pas qui existe. T'imagines l'état dans lequel il devait être? Ben, moi, je vais te parler, comme on parle de communication avec les esprits, je vais céder un peu à la mode de ces derniers temps et te parler de notre fameux couple Warren. Oui, parce que ça te titillait. Ça me titille. Et ça me titille parce que j'étais très tôt, alors je vais vous dire pourquoi, parce que j'étais très tôt attiré par le couple Warren. Je connais bien avant les films Conjuring, mais j'étais très tôt et je me pose énormément de questions. Donc il n'y a pas de démystificateur du couple Warren en particulier, il y en a beaucoup, il y a eu des journalistes, il y a eu des écrivains, il y a eu un lot comme ça, mais il n'y a pas personne qui a essayé de découvrir la supercherie. Plutôt on se posait quelques questions. Mais avant de se poser des questions, je vais quand même vous présenter Ed et Lorraine Warren. Vas-y, dis-nous. Je pense que c'est important. Ils ont réellement existé, effectivement. Ils ont marqué leur époque, donc c'est vrai que c'est difficile de faire l'impasse. Exactement. Ils ont marqué leur époque. Ils ont marqué aussi notre époque avec les films maintenant, en sachant que Madame Warren, Lorraine, exactement, est décédée après le premier, entre le premier et le deuxième, si je me souviens bien.
Ils sont connus. Ed Warren, il est né le 7 septembre, je tenais à le dire parce que c'est un très beau mois, 1926 à Bridgeport. Quant à Lorraine, et son deuxième prénom c'est Rita Warren, est née le 31 janvier 2019 à Monroe. Je pense que tu t'es emmêlé les pinceaux. Non? Elle n'a pas pu naître en 2019. Ah, pardon, oui, en 1919, pardon. Oui, pardon, excuse-moi. Ils sont communément appelés les époux Warren. Ils sont souvent présentés comme des chasseurs de fantômes. Et Ed se présente comme un démonologue et Lorraine se présentant comme une médium et clairvoyante. Ils ont été impliqués dans un certain nombre d'affaires supposées de possession, exorcisme et de poltergeist, comme le cas Enfield qui est le Conjuring 3. Il semblerait que les époux Warren aient enquêté sur plus de 3000 affaires. Oh, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est un chiffre assez hallucinant qui est vraiment connu, car les époux ont non seulement écrit des livres, mais des rapports. Donc il y a 3000 rapports, presque 3000 rapports. Il y a des témoignages des gens auprès de qui ils sont intervenus en plus. Oui, il y a des témoignages. C'est au travers essentiellement de 5 affaires marquantes que Lorraine Warren a assis son statut de médium. Il y a eu le cas Amityville, on ne le présente plus, novembre 1974, Ronald DeFeo Jr. assassine à coups de fusil 6 membres de sa famille, ses 2 parents et ses 4 frères et sœurs dans leur maison d'Amityville. Un an après, la famille Lust achètera la maison et ne restera que 28 jours victime de phénomènes paranormaux, entre guillemets, puisque il y a eu, et sur cette affaire aussi, on peut dire qu'il y a eu des démystifications, puisque on s'est beaucoup interrogé sur la véracité de ce qu'a dit la famille Lutz, mais je reste sceptique sur le cas d'Amityville, mais ça on pourra peut-être en parler une autre fois. Les époux Warren se sont rendus dans cette maison une fois que les loups sont partis. Lorraine y aura entendu des bruits, des voix étranges et des nuages de mouches auraient été vus. C'est pas très étonnant pour les nuages de mouches, puisqu'on est au bord d'un étang, je le précise. Lorraine confie que c'était la pire des affaires qu'elle ait eu à vivre. Il y a eu le cas Annabelle, vous connaissez aussi, c'est l'univers Conjuring. 2 colocataires étudiantes infirmières ont été persécutées par cette fameuse poupée. Cette poupée Rajedi Ann, poupée de chiffon aux cheveux rouges, et rien à voir avec la poupée qu'on nous sert dans les films, rien du tout à voir. Elle était très mignonne, cette petite poupée Rajedi Ann, était d'après Lorraine possédée par l'esprit maléfique d'une petite fille de 7 ans, et pour apaiser l'esprit, l'appartement était béni, et la poupée était enfermée dans le fameux musée de l'occulte installé derrière la maison de Lorraine. Cette dernière ne voulait pas la regarder dans les yeux car elle était trop effrayée. Ça fait un peu partie du folklore. Le poltergeist d'Enfield, dans un quartier paisible de Londres, une jeune fille, ça c'est le 3e cas Conjuring, est persécutée par un esprit frappeur, un poltergeist. La mère désemparée, malgré l'aide apportée par un parapsychologue, a décidé d'appeler les époux Warren. Loin d'apaiser l'esprit, leur présence n'a fait qu'intensifier les persécutions. Les époux Warren n'ont eu que d'autres choix que de partir. Et enfin, l'homme loup-garou, ça c'est intéressant, c'est assez atypique comme cas. C'est Bill Ramsey, à l'âge de 9 ans, commence à manifester un comportement étrange. Une fois marié, il déclare être possédé par un démon loup-garou et développera des comportements anormaux. Il attaque d'abord une de ses amies, puis il est interné dans un hôpital psychiatrique. Les Warren se rendent à Essex en Angleterre où vit Bill. Il pratique un exorcisme filmé. Il semblerait que quelques minutes des vidéos soient disponibles sur internet. Ah, t'en as trouvé des morceaux? J'en ai trouvé. Je pourrais vous donner le... C'est assez comment dire, assez perturbant. Il hurle, il bouge, on est sur un exorcisme assez long, assez dur, et c'est vraiment déstabilisant. En plus, les images sont filmées avec, je dirais, du 9 mm, c'est ça? Donc ça donne encore un petit cachet supplémentaire à l'angoisse qu'il peut avoir. 8 mm, comme le film comme avec le Nicolas film. Cage. Exactement. Et bien sûr, il y a eu la famille Perron.
1736, Bathsheba Taylor emménage avec ses 4 enfants à Harrisville, Long Island. Considérée comme sataniste, elle aura assassiné 3 de ses enfants avant de se pendre au fond du jardin. Bien des années plus tard, Roger et Kathleen Perron et leur fille acquièrent la propriété détenue jadis par Bathsheba. Les époux Perron ne connaissent pas le funeste passé de cette propriété. Rapidement, des phénomènes paranormaux se font légion. L'origine en serait Bathsheba et cette dernière s'en prendra à la mère principalement. Caroline décida d'appeler les époux Warren. Leur présence ne fit qu'aggraver la situation au point que Roger et Caroline leur demandèrent de quitter les lieux. Donc rien à voir avec le film. Ils n'étaient pas très efficaces en fin de compte. À chaque fois ils s'amènent et ça fait qu'accentuer les phénomènes. C'est un peu ça. C'est un peu ce qui est dit. Ils se sont démystifiés eux-mêmes. C'est un peu ce qui est dit. On ne peut pas écrire sur les 3000 dossiers parce que ça ferait énormément. Et grâce au film de l'univers Conjuring, Lorraine, elle est présentée comme un médium émérite. D'autres, au contraire, doutent de ses capacités et ont crié à la supercherie. Les détracteurs de Lorraine indiquent que la seule source sont les déclarations de Lorraine. Il n'y a pas d'autres déclarations, on ne trouve aucune déclaration d'un caméraman, d'un journaliste, etc. Toutes ont été faites aussi après le décès d'Ed Warren. Donc Ed ne peut pas confirmer ce que Lorraine dit, c'est bien pratique. Aucun témoin n'a relaté des faits, sauf que il y a eu... Donc là, sur les 5 grandes enquêtes que tu viens de nous exposer, à aucun moment on a des témoignages. À aucun moment on a des témoignages, sauf que sur le cas Perron, la fille aînée a écrit un bouquin qui met bizarrement en parallèle, mais vraiment mot pour mot, ce que dit Lorraine Warren. Donc c'est assez étrange de voir que mot pour mot, c'est ce qu'a vécu l'aînée des Perron et ce qu'a dit Lorraine Warren. La ghostwriting. Je sais pas. De plus, certains faits se contredisent. Ed se dit être sceptique alors qu'il aurait vécu plus jeune des phénomènes paranormaux, puis ils deviennent des monologues. Étrange comme positionnement. Ah oui, des monologues sceptiques, c'est la première fois qu'on entend parler. Exactement. Quant à Lorraine, elle aurait eu son don très 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 jeune, mais l'aurait caché pour avoir une vie normale. C'est bien pratique comme excuse, hein. Je me cache, comme ça je suis tranquille. Elle décide de mettre son don en avant au moment où elle et son mari commencèrent à faire du porte-à-porte en présentant des toiles où Ed a rajouté des ombres. Donc en fait, ils vendaient des toiles faites par Ed, et comme par hasard, là, à ce moment-là, Ed trafiquait un peu ses toiles, et Lorraine accentuait les choses en disant qu'il y avait un esprit, etc. Donc c'est très pratique pour vendre des toiles. Quant aux conclusions de leur enquête, hantise, possession, n'est-ce pas il faut se poser la question que est-ce que c'est pas le résultat de leur forte croyance religieuse, parce que tous les deux étaient très croyants dans leurs affaires. Il n'y a encore qu'un seul son de cloche, le leur et pas celui des familles. Pour l'affaire d'Amityville, une photo d'un soi-disant petit garçon, un enfant déféo, a défrayé la chronique il y a quelques années. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un technicien, et c'est vrai que quand on prend il y a un parallèle qui est fait entre la photo du petit garçon soi-disant et la photo d'un des techniciens. Les deux collent vraiment très très bien. D'accord. Les occupants en plus successifs de la maison, puisque la maison s'est vendue à plusieurs reprises, n'ont rien signalé de particulier, à croire que Madame Lorraine Warren a été un incubateur à manifestation. Ah, mais si ça se trouve, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où en fin de compte, eux croyaient qu'il allait y avoir des phénomènes, ils arrivaient à s'en convaincre, ils arrivaient sur place, oh regarde ce qui se passe, et tu serais dans la même pièce qu'eux en train de voir ce qui se passe, il se passerait rien. Il se passerait rien. Mais eux, ils en sont convaincus. Ça doit être les esprits. C'est ça, c'est un peu l'idée de l'autosuggestion en leur croyance religieuse. Et pour les quelques milliers d'enquêtes, donc qu'on a dénombré un peu plus de 3000, il n'existe aucune vidéo, aucun enregistrement sonore pouvant prouver les dires des Warren. C'est quand même étrange. Et puis tu dis 3000 enquêtes, il devrait y avoir des témoins qui sont en mesure de dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Ce n'est que les rapports des époux Warren. Alors que dans les films... J'étais persuadé qu'il y avait des témoignages. Eh bien, alors que dans les films, ils nous présentent quand même de nombreuses bandes sonores qu'on voit. Par exemple, dans le cas Enfield, ils sont dans le train pour partir et là, Ed fait semblant
fait maladroitement tomber sa valise, les bandes sonores font un X et elle comprend tout, alors que ça n'existe pas dans les dossiers. Il semblerait qu'aussi Lorraine soit une showwoman. Elle théâtralisait toutes ses interventions, surtout lorsque les caméras étaient présentes. Elle savait y faire. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Madame, surtout sur Lorraine, parce que je pense que Ed n'avait aucun don précis, soi-disant aucun don. Mais voilà ce que je peux dire sur les époux Warren. Excusez-moi d'avoir cédé à la mode des Conjuring. Oui, en fin de compte, si on compare les histoires des Warren telles que tu nous présentes ça avec ce qu'on a su de Hélène Garrett, c'est pas du tout comparable. C'est pas du tout comparable. C'est pas eux qui vont convertir un sceptique. Non, ils convaincront personne. Et Highland, par contre, elle a une toute autre démarche quand même. Elle a quand même une démarche scientifique. Elle est accompagnée par des scientifiques. Eux, ils sont accompagnés que par des journalistes. Elle, pour le coup, il y a plein de témoignages. Oui, il y a plein de témoignages. Eux, sur les 3000 et quelques dossiers qu'ils ont traités, il y a très peu de témoins. Il y a pas du tout de témoignages. Donc c'est vrai que on pourrait dire qu'ils s'auto-démystifient. Oui, c'est ça. Si tu me laisses emprunter ce terme, ou inventer ce terme. Avec plaisir. C'est vrai que quand on regarde les films, on a l'impression qu'elle a des super pouvoirs de médiumnité, elle est extra lucide. Il sauve des familles. Il sauve des familles. S'ils n'étaient pas là, ce serait vraiment la catastrophe. Dans le cas Enfield, il y a quand même des photos. Alors, il y a eu des photos qui ont été prises dans le cas Enfield, mais pas par les époux Warren, par un autre parapsychologue. Et en fait, ces photos, elles sont quand même limite. On a l'impression, on a l'impression sur une photo où la jeune fille lévite à travers la chambre, mais quand on la regarde, on a surtout l'impression qu'elle fait un grand saut avec, elle a les genoux pliés, proche du torse, et ça fait paraître plutôt comme un saut. Alors le photographe qui a fait ce cliché continue de dire, alors je sais plus s'il est encore en vie ou quoi, mais je sais que récemment il a dit il continue à y croire. C'est une vraie photo, elle n'était pas en train de sauter, etc. Les experts tendent à dire, vu les mouvements comme tu l'as bien décrit, c'est qu'elle est en phase descendante d'un saut. Cet expert, il est soumis à caution parce qu'il a quand même perdu une fille. Il a perdu sa fille dans des circonstances un peu particulières. Le photographe. D'accord. Et c'est quand même soumis à caution, tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il y a pas de réelle preuve, il n'y a pas de photo, à part celle-là, c'est très étrange qu'il n'y ait qu'une photo, qui est vraiment, qui est la source de tout le cas Enfield. C'est quand même étrange. Après, la famille était dans une situation un peu compliquée. Est-ce que la maman n'a pas un peu accentué les choses? Est-ce que les filles étaient aussi dans une situation où le papa était parti, ne voulait pas attirer l'attention? D'ailleurs, elles ont déclaré que certaines choses étaient de leur fait. Donc, est-ce que c'est pas sujet à caution tout ça? Ça fait un petit peu penser au cas du manoir des cendres, où il était question que finalement l'esprit ait été attiré par la famille, que la famille utilisait l'esprit pour régler des problèmes et ne pas se rejeter son hostilité sur elle-même. Peut-être. Ou il y a une théorie aussi qui indique que quand les adolescents sont dans la période où tout se révèle au niveau des hormones, ils peuvent être aussi des piles électriques et avoir et je sais pas comment l'exprimer cette théorie. C'est comme si, quand on était à l'adolescence, on développait pour certaines personnes des espèces de pouvoirs télékinésie, et qui s'arrêtaient à un moment où on arrivait vers une phase descendante des hormones. Donc, il y a cette théorie qui a été aussi avancée sur le cas Enfield. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur des formes d'intuition, de clairvoyance, cette sensibilité un peu accrue au moment de l'adolescence. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a plein de films sur des ados qui ont des visions. C'est souvent les ados d'ailleurs. Merci de vous être attablé avec nous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour
le dessert.